Salut à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo bilan 2024. Et aujourd'hui on va parler de mon top film, les 10 films que j'ai préférés en 2024. Avant de commencer, je vous souhaite une dernière fois à tous une bonne et heureuse année 2025 en espérant que 2025 soit chaleureuse et que vous ayez plein de bonnes choses, de bonheur mais surtout la santé, en tout cas bonne année. Bref, maintenant on va passer au top, mais avant je précise encore une fois que c'est un top qui est subjectif. C'est par rapport à mes goûts, par rapport à mes exigences, mais aussi par rapport à ce que j'ai vu. J'ai vu environ 210 films au cinéma, 3 films en streaming, ce qui est quand même pas mal. Donc il y a peut-être des films que vous allez retrouver dans ce top que vous n'avez pas aimé, que vous peut-être même vous n'avez pas vu, et peut-être même vous allez vous dire mais pourquoi t'as pas mis ce film-là ou tel film, bah soit parce que je les ai pas vus, ou soit parce que bah pour moi ils devaient pas être dans ce top, tout simplement parce que bah ça va pas à mes goûts. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas également à mettre votre top dans les commentaires. Et puis on est parti pour le top 10. En numéro 10, Dune partie 2. Duke of Arrakis! Under the sea He who can destroy a thing has the real control of it. Ça c'est drôle de voir que ce film-là n'est que 10e, alors que je l'ai préféré au premier, qui lui avait fini 3e dans mon top en 2021. Surtout que dans la première vidéo bilan sortie il y a quelques jours, je disais que je trouvais que 2024 était inférieur à 2021 en termes de cinéma. C'est assez cocasse. Cependant, je trouve que c'est un très beau spectacle. J'ai vraiment pris mon pied. Je trouvais la mise en scène, certes, un peu répétitif, mais je trouvais qu'il y avait de belles choses. Je trouvais que les acteurs étaient très investis, surtout Austin Butler que je trouvais vraiment bon. Bon, la BO j'ai trouvé vraiment bonne, même si je trouve qu'elle est supérieure au premier, parce que je trouve qu'elle se répète beaucoup trop par rapport à Dune partie 1. Les effets spéciaux, ils étaient très propres, ils étaient vraiment bien maîtrisés, même s'il n'y a pas que des fixes, mais bon, il y en a beaucoup quand même. Cependant, je vais être un peu chafouin, parce que les effets spéciaux, normalement, ça devrait être propre, surtout quand tu as un blockbuster qui coûte minimum plus de 100 millions. Là, on est environ à 190 millions. Donc, ce qui est quand même colossal. Donc, là, je suis content parce que vu le budget, c'est propre, c'est beau, c'est bien foutu. Mais ça doit être la base d'un blockbuster. On ne devrait pas avoir les effets spéciaux. Et quand tu as un budget aussi colossal, normalement, ça doit être nickel. Malheureusement, c'est pas le cas de la plupart des blockbusters. Surtout comme la plupart des boosts que j'ai parlé dans mon flop, surtout un en particulier. Oui, normalement, ça devrait tout le temps être comme ça. Je le souligne quand même parce que il faut le dire, mais ça devrait être la norme. Après, il y a un truc qui me dérange un peu aussi sur le métrage. C'est que j'ai l'impression que le film a été un peu charcuté sur sa fin. Parce que le film est très dense, il y a pas mal d'infos, il y a pas mal de choses. Et j'ai l'impression que les 30 dernières minutes ont été un peu rushées. J'ai l'impression que Denis Villeneuve voulait faire un film de 3 heures, voire 3 heures et quart. Et la Warner se dit, top, 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 top. Non, on va couper un peu là. Et j'ai l'impression que les 15 dernières 30 minutes sont vachement charcutées au montage. Et surtout avec la dernière scène de combat que je trouve vraiment courte et... ça nous met une bonne mise en bouche et après, ah, ok. Voilà. Donc, si on retire ces défauts-là, je trouve que voilà, c'est un bon spectacle, c'est un bon divertissement. J'ai très hâte de voir la suite qui sort normalement en 2026 ou 2027. Voilà, je pense que ça risque d'être une bonne trilogie dans l'ensemble. Mais c'est un film que j'ai quand même beaucoup apprécié, c'est pas pour rien qu'il est dans ce top. Et maintenant, on va passer au numéro 9 pour quelque chose de différent. Au numéro 9, City of Darkness. 警告你，城寨唔到你亂嚟，搞事，命都冇。 Il faut savoir, j'ai failli ne pas voir ce film en salle parce que tout simplement, lors de sa première semaine d'exploitation, je n'avais pas le temps, j'avais pas mal de choses à faire. Et puis lors de sa deuxième semaine, il n'y avait quasiment plus aucune séance. Donc je me suis dit, allez, il faut vraiment que je le voie. Donc je remercie surtout Merej et Joseph Halley sur la chaîne du connard. Parce que lors d'un live à la con, ils avaient parlé de ce film. Et déjà, j'avais envie de le voir de base. Mais ils m'ont donné encore plus envie de le voir. Et puis, quel pied monumental j'ai pris sur ce film. Je trouve que c'est un film qui est généreux, qui est parfois drôle, spectaculaire, qui est bien filmé. Oui, c'est juste génial en fait. En plus, c'est un côté cartoonesque qui est tellement assumé, parfois qui va même dans l'absurde, mais c'est tellement assumé et tellement bien foutu que je prends mon pied. Pendant il y a une scène où t'as un mec
qui te fait une pirouette, il lâche sa clope, t'as un plan sur la clope et la pirouette, et au moment où il finit de faire sa pirouette, il rattrape sa clope au ralenti. Je trouve ça mais juste génial, c'est tellement con, mais à la fois fun, mais à la fois tellement bien maîtrisé, que bah, je m'éclate. Je m'éclate pendant plus de 2 heures, parce que bah, c'est rempli d'action, c'est bien chorégraphié, c'est bien filmé, la musique est top, la photo est très belle. Ouais, je prends un pied monumental devant ce film, quoi. Et puis c'est pas un montage qui est charcuté, qui fait un peu tout et n'importe quoi, contrairement aux d'autres films où certains se pètent le poignet et se masturbent dessus, alors que là, on prend vraiment son pied. En plus, ce n'est pas le premier film que je vois de Swan Chang. Désolé si j'écorche son nom, je m'en excuse pour la prononciation. J'avais vu Limbo qui était sorti en 2023, qui était excellentissime, et surtout la photographie qui était incroyable, où le noir et blanc était tellement maîtrisé, qui n'était pas juste là pour faire du matu vu, de faire du style et tout. Non, là, t'avais un propos, et c'était tellement bien foutu. Donc c'est... Au moins là, c'était pas un vieux filtre Instagram où tout le monde s'est peloté dessus sur un film assez médiocre qui était Malcolm et Marie. Donc au moins là, c'était très maîtrisé, comme là, la photo de City of Darkness est très maîtrisée. Donc voilà, c'est un bon petit blockbuster, c'est un bon film où cartoonesque mais fandard, on s'éclate vraiment. Donc moi, j'ai vraiment pris mon pied sur cette pépite où vraiment ça m'a retourné un peu dans tous les sens. En numéro 8, Sans jamais nous connaître. You and me together into the world. Les films dramatiques avec moi, ça passe ou ça casse. Et ben cette fois-ci avec moi, c'est passé comme une lettre à la poste. Paye ton expression de merde. Déjà, ce n'est pas un simple film d'amour, c'est aussi un film qui parle de deuil, de la remise en question pour faire son deuil. Et ça, j'ai trouvé le film vraiment magnifique, notamment grâce à un casting excellentissime, avec ce duo d'acteurs Andrew Scott et Paul Mescal, qui sont excellentissimes. Au moins, là, Paul Mescal, il a du charisme, ce qui n'est pas le cas d'un certain Gladiator 2, où il avait le charisme d'un Babybel. Là, il est juste touchant, beau, poétique, comme Andrew Scott. Et je trouve le film vraiment beau, qui cherche pas non plus à faire du mélodrame, qui cherche pas à en faire des caisses, à faire des tire-larmes et tout. Non, là, c'est juste bien dosé, en fait. Et même la musique qui est accompagnée derrière ne cherche pas à faire du tire-larme. Et contrairement à beaucoup de films de ce genre-là, c'est que la musique ne cherche pas à faire le tire-larme ou à en faire des caisses. Là, c'est dans la finesse et dans la subtilité, comme l'écriture du film, en fait. C'est que pendant un moment, j'étais vraiment touché. Alors, certes, je n'ai plus la sensibilité qu'à une époque, sinon je pense que j'aurais pleuré. Mais aussi dans le casting, nous avons Jamie Bell et Claire Foy qui font les parents de Andrew Scott, qui sont juste magnifiques et bouleversants. Et pendant un moment, il y a une scène quasiment vers la fin du film, ils sont dans un restaurant, ils sont à 3. Je trouve cette scène à la fois magnifique et à la fois déchirante. Et c'est à ce moment-là que je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et je trouve que le film est à la fois cruel, mais beau, mais sans vouloir faire des caisses. Et ça, dans ce genre de film, c'est assez rare par moment, et ça fait du bien. En numéro 7, Emilia Pérez. No reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? En fait, avec moi, les comédies musicales, c'est comme les films dramatiques. Ça passe ou ça casse. On a eu par exemple Wicked où ça passait sans plus, c'était sympa. Mais là, on a eu quelque chose de fou avec Emilia Pérez. On a eu vraiment quelque chose de dingo. Un film vraiment où je dis waouh, quel pied! Quel pied monumental! Et plusieurs fois, je tapais du pied sur mon fauteuil. Des fois même, j'avais presque envie de me lever, d'aller danser, mais je me dis non, ça va être très bizarre de faire ça, surtout dans une salle de cinéma. Comme quoi, j'étais vraiment porté par la musique. Alors certes, il y a peut-être un petit peu de chansons, ça en fait peut-être un petit peu des caisses des fois. Bon, pourquoi pas, mais moi, ça m'a pas dérangé en fait, parce que je trouvais les musiques excellentes, les chorégraphies excellentes, c'est bien amené. Et puis, c'est la mise en scène de Jacques Audiard qui est juste somptueuse. La photographie qui est magnifique. Ces plans, le nombre de plans, je suis waouh, mec, la maîtrise du gars, quoi. Déjà qu'on sait que Jacques Audiard a une très bonne maîtrise de la mise en scène. Et puis aussi, c'est son casting qui est juste incroyable. Et je vois déjà certains dire oui, mais c'est un film woke, il y a qu'un de transgenre. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Qu'elle soit trans ou qu'il soit trans, pas, ou homo ou hétéro,
On s'en branle, on a une putain de prestation. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte, surtout pour un film si magistral. Et le reste du casting aussi est excellent. Donc oui, c'est un film où vraiment j'ai adoré tout ce qu'il me proposait. Alors oui, par moments il y a des petites longueurs. Parfois oui, ça manque de subtilité, mais ça va plus loin que la comédie musicale. La fin, je la trouve extraordinaire et bouleversante, quoi. Donc c'est un film qui est beau et qui est génial dans sa proposition. Donc oui, je peux comprendre que pour certains ça passe pas à cause des musiques. Je peux le comprendre. Mais après, c'est le but d'une comédie musicale, mais là je trouve vraiment que c'est tellement maîtrisé que ouais, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ce film est pour moi un énorme bonheur. Voilà, j'ai énormément adoré ce film. Donc Emilia Pérez, pour moi, énorme pépite de 2024. En numéro 6, au Canada. Most of what he's saying is misremembered or half invented. Does she really believe that? So wildly. Il faut savoir que j'ai vu ce film fin mai lors du Cannes à Paris, lors du dernier week-end du Festival de Cannes. Donc il y avait des retours plus que mitigés entre ceux qui disaient c'était une grosse merde et ceux qui disaient c'était génial. Et moi j'ai trouvé vraiment ça génial. Alors malheureusement, il y a des choses qui sont un peu sorties de ma tête parce que j'ai pas eu la chance de le revoir parce que bah il était très mal distribué lors de sa sortie, donc malheureusement j'ai pas pu le revoir. Mais il y a des choses qui sont restées comme l'interprétation de Richard Gere qui est juste phénoménale. Il joue un vieux connard malade qui essaie de se rappeler des choses pour raconter tout ce qu'il a vécu, son histoire, même des choses atroces. Et tant de dire, mais qu'est-ce que c'est ce connard? Qu'est-ce que c'est ce connard? Mais il est tellement bien interprété que tu dis merde. Et en plus de ça, Emma Thurman qui fait sa femme, qui est pareil, qui est excellentissime. Certes, c'est pas ce qu'il a fait de mieux Paul Schrader en termes de mise en scène, mais ça reste très efficace. Il y a quand même un petit défaut sur le film, c'est que je trouve le film un peu court parce que je trouve que c'est un peu trop rapide pour ce que ça veut raconter et apparemment on n'a pas le temps de souffler. Mais c'est tellement intense, tellement efficace qu'on aime ça en fait. Malheureusement, je n'ai pas pu le revoir parce que il était très mal distribué vers chez moi. Il fallait que j'aille sur Paris, mais malheureusement, je n'avais pas trop le temps. C'était compliqué niveau emploi du temps. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai oubliées sur ce film, mais il y a des choses qui sont restées en tête et du coup, avec ce qui me reste en tête, c'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pas pour rien qu'il est dans ce top, justement. En numéro 5, The Back Rider. You can't handle. You can give everything you got to a thing. It's still just gonna do what it's gonna do. Alors c'est un film que j'attendais pas mal déjà avec son casting plutôt alléchant, avec Austin Butler, Jodie Comer, et avec Tom Hardy. Même Tom Hardy, si j'avoue, avec ses choix douteux sur Venom, j'ai toujours l'espoir qu'il joue dans un bon film. Et puis aussi avec son réalisateur, qui était Jeff Nichols, même si je n'ai vu que son dernier film, qui était donc Midnight Special, que j'avais bien aimé, et sa bande-annonce qui donnait envie, des histoires de motards, avec une sorte de gang et tout, j'ai dit pourquoi pas. Et j'étais vraiment conquis par cette œuvre, même si je trouve par moments c'est pas assez radical, mais voilà, c'est vraiment excellent, notamment, comme j'ai dit, ce trio d'acteurs qui est vraiment bon. Quel bonheur de voir Tom Hardy s'éclater vraiment à fond, ça fait du bien de voir un Tom Hardy qui fait pas de la merde avec ses Venom, Austin Butler qui est toujours aussi convaincant, et je pense, pour moi, ça fait partie de ses meilleurs rôles, parce que je trouve vraiment bon. La réalisation qui est bonne, le film qui est bien rythmé, les musiques qui collent parfaitement au métrage, même si je trouve par moments, il y a des choses qui auraient pu être mieux agencées et mieux amenées. Mais c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié, parce que les acteurs sont bons, c'est bien rythmé, c'est fandard, ça cogne, il y a du son, bref, je pense c'est un pur moment de plaisir. Mais j'aurais bien voulu qu'il dure un petit peu plus, parce que je trouve qu'à certains moments, il manque quelques petits trucs. Mais en dehors de ça, voilà, c'est un film très plaisant, et voilà, malheureusement que quasiment personne n'a parlé, qui a floppé au box-office, et ça m'en triste, parce que c'est vraiment un bon film, quoi. En numéro 4, Le Repos Sauvage. Je suis un robot sauvage. Pendant que Pixar se contente de la fainéantise et que Disney fait de la merde, nous avons le grand retour de DreamWorks.
Déjà qu'en 2022, le Chapeauté 2 avait fini dans mon top de meilleurs films, et ben là, on a Le Robot Sauvage, donc un film que j'attendais beaucoup parce que les bandes annonces donnaient envie. Et c'est réalisé par Chris Sanders, qui a réalisé le superbe Lilo et Stitch, que je trouve très sympathique, le très beau Dragon, enfin le premier Dragon. Je n'ai pas vu ses autres films qui étaient donc Les Croods 1 et La Paix de la Forêt, mais j'ai entendu du bien, donc il faudrait que je me mate un jour, donc pourquoi pas. Donc ce film m'a complètement conquis, c'est une merveille. Alors certes, en termes d'écriture, de scénario, c'est assez prévisible, mais malgré tout, je trouve l'histoire vraiment sympathique. Déjà, j'aime la relation entre Rose, donc le robot ou la robot. Comment on dit? Robot ou robot pour les filles robots? Bon, dites-moi. Et du coup, avec Jolibec, le petit oiseau qu'elle va adopter et devoir élever. Donc je trouve la relation un peu triste par moment, mais belle à la fois et magnifique. Et puis je trouve qu'aussi les autres personnages sont très intéressants, surtout que je trouve pas qu'il y a de personnages inutiles ou qui sont juste là pour faire des blagues ou autre. Non, ils sont tous un minimum intéressants et ils servent un minimum tous à l'histoire. Et c'est ça que je trouve vraiment bien, c'est que même les personnages secondaires, je les trouve un minimum utiles. En plus de ça, c'est que le film est drôle en restant dans la finesse, sans vouloir faire des caisses, à faire « Hey, rigole, hein, hey, t'es un gosse, rigole !» Non, au contraire, je trouve que ça reste dans la finesse, dans la subtilité. La réalisation qui est juste majestueuse et magnifique, avec une colorimétrie qui est magnifique, ce jeu de couleurs, des fois avec les couchers de soleil, dans la nuit, des fois avec le rose orangé, l'animation, ce petit mélange d'animation aussi, qui est vraiment très maîtrisé. Il y a des plans qui sont vraiment majestueux, et il y a plusieurs plans. Tu ferais un screen, tu les mettrais en arrière-plan de ton PC, quoi, des fins de bureau de PC, quoi. Donc ça, c'est vraiment fort. Un film qui est bien rythmé, qui est assez touchant, qui est une vraie pépite et qui m'a fait du bien. Voilà, c'est un petit bonheur ce film et qui me donne envie de croire que DreamWorks peut continuer à faire des pépites. Parce que oui, il y a encore eu des petits ratés comme Ruby, la de Kraken, que je déteste pas autant que beaucoup. Je trouvais qu'il y avait des petites idées par-ci par-là. C'était pas très bien, mais bon, c'était pas non plus une grosse bouse, contrairement à ce que certains disaient, enfin du moins pour moi. Mais j'ai envie d'y croire qu'ils peuvent en faire encore de grosses pépites. Et je trouve qu'il y a vraiment un upgrade en termes d'animation. C'est que déjà, par rapport à il y a quelques années, on sentait qu'ils voulaient se lâcher, aller plus loin. Et puis là, déjà, avec le Chapeauté 2, on s'est pris des claques. Et je trouve même, entre le Chapeauté 2 et le Robot Sauvage, il y a eu un upgrade déjà. Il y a beaucoup d'idées visuelles qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, en plus, c'est pas juste un film pour gosses, un film vraiment pour toute la famille qui peut toucher aussi bien les adultes. Donc c'est vraiment un film magnifique, je conseille vraiment si vous l'avez pas vu parce que c'est une pépite. Voilà, moi c'est un film que j'ai très hâte de revoir parce que c'est un film qui m'a touché. Et j'ai oublié de parler la BO qui est excellentissime, même si la musique chantée, là je sais plus qui chantait par qui, que je trouve passable mais pas marquante, que j'ai un peu de mal des fois sur ce genre de musique en plein milieu de film, mais je trouve qu'elle n'est pas non plus détestable pour autant. Le Robot Sauvage, pour moi, c'est une immense pépite. Après, je trouve quand même qu'on en a fait un petit peu trop des caisses avec ce film en disant chef-d'œuvre, film de la décennie. On en a un peu trop fait. C'est un excellent film. C'est l'un des meilleurs films d'animation de l'année. Oui, vous avez bien entendu, l'un des meilleurs films d'animation de l'année. En numéro 3, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Alors oui, pour certains, ce sera peut-être le Robot Sauvage, d'autres, ce sera cette immondice de Vaiana 2, ou d'autres, cette fraude de Vice Versa 2. Mais pour moi, le meilleur film d'animation de 2024, c'est Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Tout simplement parce que j'ai trouvé magnifique sur plusieurs aspects. Déjà, que ce soit sur l'animation, que ce soit sur la musique et son histoire. Certes, son histoire n'est pas révolutionnaire, mais suivre ce chat avec d'autres animaux en train de survivre, certains diraient le visuel n'est pas beau, ou alors ouais ça fait trop jeu vidéo, mais je trouve que c'est un parti pris qui est vraiment intéressant et que moi j'étais transporté pour son animation parce que je trouvais les couleurs, les plans vraiment magnifiques, la musique qui est juste incroyable, qui te fait voyager en plus de ses visuels. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime les animaux, surtout les chats, donc il était évident que j'apprécie un minimum le film, et surtout le film, moi, à plusieurs reprises, m'a rendu pas bien, parce que le nombre de fois on voit le chat qui vit des choses terribles, j'étais pas bien, je me dis putain, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va s'en sortir? Bon, il était évident que oui, un minimum, et ça m'a pas empêché d'avoir peur pour ce pauvre petit chat
qui vivent ces aventures terribles. En plus, le fait qu'il est avec d'autres animaux, donc il y a un chien, je crois qu'il y a une marmotte, il y a une oie, ben, tu te dis, mais ils vont jamais pouvoir s'entendre, et malgré tout, ils arrivent à s'entendre ensemble, et c'est ça que je trouve aussi beau, qu'ils doivent survivre tous ensemble. Et certains me diront, oui, mais bon, c'est pas réaliste à cause de ci, à cause de ça. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est un objet de cinéma, et c'est un pur objet de cinéma qui te transporte et qui te fait voyager. Et je m'en fous qu'il y ait des choses qui sont réalistes ou non, en fait. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, en fait. Et dire que le film, il dure 1h25, et faire tenir un film muet, parce que oui, il n'y a pas de parole, c'est que des bruits d'animaux, bruits de la nature, ou de la musique. Faire tenir 1h25 comme ça, à te faire voyager, c'est pas donné à tout le monde, et là, c'est complètement réussi pour ma part. Et en plus d'être un excellent film, c'est un film qui a très bien marché, notamment en France, avec plus de 500 000 entrées. Putain, 500 000 entrées pour un film qui, en temps normal, on peut en faire que 200, grand max. Donc pour moi, ce film est une énorme claque. C'est pas pour rien que je le considère comme le meilleur film d'animation de l'année, l'un des meilleurs films de l'année. Donc pour moi, voilà, Flo, le chat qui n'avait peur de l'eau, bah, je peux vous le conseiller, parce que bah, c'est vraiment un film magnifique et qui est pour toute la famille. En numéro 2, il reste encore demain. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Come hai capito io? Te però sei in tempo. Quando stai a andare? Pure te, ma. Le film italien qui a fait beaucoup de bruit en début d'année, notamment parce qu'en Italie il a fait plus de 5 millions d'entrées, ce qui est colossal pour l'Italie, et parce que c'est un film qui est vraiment excellent, notamment grâce à ses acteurs qui sont vraiment excellents, même si certains personnages sont détestables, mais ils sont écrits pour être détestables, et malgré que certains qui sont détestables, ils arrivent quand même à nous faire rire. Ce qui est génial avec ce film, c'est que malgré qu'on traite un sujet assez compliqué, c'est qu'on arrive à avoir de la sympathie, et en plus il arrive à être drôle, et on s'attache à pas mal de personnages. Et en plus, c'est un film qui se passe dans les années 40, et qui malgré tout arrive à être moderne à la fois. Parce que c'est un film quand même assez féministe. Alors je vois déjà des gros connards dire « Ouais, c'est un film féministe, c'est une merde !» Bah non, parce qu'en fait le féministe là, il est très bien écrit, en fait, tout simplement. Et puis je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est généreux. Le noir et blanc est un choix complètement logique, mais bien maîtrisé. Et il y a une scène que je sais qui a fait beaucoup jaser, beaucoup parler, c'est une scène de danse, que moi je trouve à la fois horrible et à la fois magnifique. Parce que entre ce couple qui danse, mais à la fois t'as la femme qui se prend des coups, alors oui, c'est violent, mais à la fois c'est beau, avec cette musique qui est très bien accompagnée. Tu dis merde, cette femme, tu sens qu'elle est encore amoureuse, mais tu sens qu'elle souffre quand même, et avec ce connard qui aime sa femme, mais qui est tellement un connard qu'il la traite comme de la merde. C'est quand même horrible, mais tu sens qu'il y a de l'amour encore entre eux, et c'est ça que je trouve à la fois beau, mais à la fois toxique. Et quand tu vois le personnage de leur fille, enfin le premier enfant, tu dis que voilà, elle va tomber un peu dans les mêmes travers que de la mère, alors que la mère va dire ne tombe pas amoureux de ce con, ne sort pas avec lui parce que tous les mecs sont des connards. Et ce qui est assez con, c'est que sur cette fille va arriver un peu les mêmes travers, c'est qu'elle va tomber amoureux d'un garçon pour ensuite que le garçon est un vrai con. Et pendant un moment, la fille elle fait mais pourquoi tu quittes pas papa? Mais parce que je dois être là. Et pendant un moment, la mère va rencontrer un autre homme. On pense qu'elle pourrait partir avec lui, on croit qu'elle pourrait partir avec lui, et en fait, pas du tout. Et cette fin m'a notamment très surpris, parce que je m'attendais pas à cette fin en lettre. Je dis, ah, ok, pourquoi pas, et je trouve que ça fonctionne très bien. Si on a eu cette fin-là, on aurait eu celle que je m'attendais, dans les deux cas, ça fonctionne. Parce qu'à la fin du film, on donne le droit de vote aux femmes, donc ça c'est une très bonne chose, mais on aurait pu avoir le à la fin où la femme se casse en fait. Alors oui, même si je m'attendais pas à cette fin, c'est un fait qui est important dans l'histoire de l'Italie, même dans l'histoire en général, hein, pas que dans l'histoire du film, bah, que on ait donné le droit de vote aux femmes. Et je trouve ça bien que l'histoire du film se bat pour ça, mais aussi pour le droit de la femme. Et c'est un film vraiment que j'ai trouvé magnifique. Donc pour moi, c'est un film qui est vraiment touchant, qui est subtil, qui est drôle, et qui a un message assez important, même si ça se passe dans les années 40, c'est un film qui est très moderne par rapport à ce qu'il raconte. Donc pour moi c'est un excellent film parce que bah voilà, j'ai été touché, j'ai rigolé, je trouve c'est un film qui est bien interprété, qui est bien écrit, bien maîtrisé en termes de mise en scène, la musique est excellente, et c'est un film qui est important, même si ça se passe dans les années 40, c'est un film qui est très moderne. Donc pour moi voilà, il reste encore demain, pour moi c'est l'un des meilleurs films de l'année, mais voilà, il y a un film que j'ai trouvé mieux que celui-là, que j'ai préféré, et on est parti pour mon film préféré de 2024. En numéro 1,
Iron Claw. Before we can do it again. Feel that? Feel that? That's pressure. Is there a problem? No, sir. Il y a des films où on a des sujets où on n'y connaît rien, ou qui ne nous parlent pas, ou qui ne nous intéressent pas forcément, et qui arrivent quand même à nous surprendre. Car oui, ce Iron Claw, c'est un film qui parle de catch, je n'y connais que dalle au catch, j'ai déjà regardé quelques matchs de catch, hein, c'est surtout mon petit frère et mon père qui a regardé ça à une époque. Je me dis, bon, un film qui parle de catch, bon, pourquoi pas. Mais le film parle surtout de la vie folle et horrible de la famille Valerick. Parce que oui, c'est une famille qui a vécu des choses tragiques. Et en plus, j'ai appris quelques semaines après que le réalisateur a fait le choix de ne pas tout mettre de ce qui s'est passé dans cette famille parce qu'il avait peur que le film sonne faux, ne soit pas assez réaliste ou qu'on dise non, c'est pas vrai et tout. Alors que quand tu vois dans le film tout ce qui ont vécu cette famille, tu dis mais putain, ils ont vécu encore pire que ça quoi. Et c'est ça qui est fascinant mais qui est horrible. Déjà, le casting est excellent. Zac Efron, putain, si on pourrait donner plus de rôles de ce genre-là à Zac Efron, ce serait juste génial parce que il est excellentissime, il est magnifique dans le film. Parce que oui, on a le reste du casting qui est excellent, que ce soit Harris Dickinson, Jamie Ryan White, Stanley Simon, Holt McElhenney, Moray Tierney. Après, je vais passer tout le monde, mais bref, tout le casting est excellent, même si je trouve que Zac Efron est au-dessus. Mais c'est un film qui m'a vraiment touché parce que, bah oui, c'est tragique ce qu'il vit, c'est vraiment horrible. Et quand tu te dis que c'est réel, dis merde, merde. Dans les scènes de match de catch, il y a de jolis plans. Je trouve que l'éclairage est vraiment bon. Même si je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin de la façon que c'était filmé, surtout sur les scènes de catch. Mais bon, c'est pas grave parce que le reste est bon. Et puis, cette scène finale où t'as Zac Efron qui est en larmes et il est avec son fils chez mes... Putain, qu'est-ce qui va se passer encore? Et c'est la fin du film. Je sais, waouh, heureusement que c'est la fin du film parce que je me dis merde. Parce que oui, tu t'en prends plein la gueule pendant le film et tu prends cher parce que c'est des choses qui sont vraies. Mais même en dehors de ça, c'est que à chaque fois il se passe quelque chose, je dis putain, qu'est-ce qui va encore se passer? Et c'est tellement bien fait dans la mise en scène et dans la subtilité de l'écriture que tu dis waouh, c'est que en plus ça en fait pas des caisses. Et moi, c'est un truc qui me dérange souvent dans ce genre de film qui parle de choses réelles. C'est que ça en fait des turbo-caisses avec du piano, la surenchère, les pleurs et tout, alors que non, là c'est fait dans la subtilité, donc c'est ça que je trouve vraiment beau aussi dans le film. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film, à part que voilà, c'est un excellent film qui m'a touché, que je trouvais beau, qui est bien foutu, et surtout bah, qui est très bien joué. Bravo à Zac Efron, et j'espère vraiment qu'on va lui donner d'autres rôles intéressant où il peut vraiment donner une vraie palette de jeux et en plus de me surprendre avec un sujet qui me parle pas spécialement, franchement ça c'était fort. Et pour la deuxième année consécutive, c'est un film qui est sorti en janvier qui est numéro 1. Comme quoi, c'est un film qui m'a marqué malgré que bah, je l'ai vu que 2 fois, hein. Je l'ai vu une fois en salle et je l'ai revu il y a quelques semaines. Et malgré tout, c'est un film qui est resté très longtemps dans ma mémoire, quoi. Donc, Iron Claw, qui est mon film préféré de 2024. Voilà, c'est la fin de ce top. Je rappelle que c'est un top qui est subjectif. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. N'hésitez pas à donner votre avis. On peut en discuter dans les commentaires tant que vous restez bienveillant. N'hésitez pas également à donner votre top personnel que je regarderai avec attention. Et c'est également la fin de ce bilan 2024. J'espère que ces vidéos bilan vous auront plu. Et encore une fois, je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2025. Plein de belles choses à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.